La baseline de l'entreprise, hein, sécateur et marinière, paysagiste à vélo et engagé. Je pense qu'on a beaucoup travaillé sur l'image de la société et je pense que cette phrase-là traduit déjà pas mal de choses sur ce qu'est sécateur et marinière. Donc, sécateur et marinière, c'est une entreprise de paysagistes à vélo qui rayonne sur le secteur de La Rochelle et Première Couronne. Donc on fait tous les travaux qui ont trait au jardin, donc la conception des jardins, la réalisation des travaux et la plantation par exemple, et l'entretien des espaces verts par la suite. Et puis la petite singularité, c'est qu'on se déplace uniquement à vélo et du coup l'approche au jardin est un peu lié à ce mode de déplacement aussi, quoi. Paysagiste, on va tout de suite approfondir. Qu'est-ce que ça recouvre la notion de paysagiste? C'est quoi le métier de paysagiste? Le métier de paysagiste, c'est de façonner le paysage. Donc pour ça, il faudrait déjà définir ce qu'est le paysage. Mais alors je ne sais pas s'il n'y a pas une définition du paysage, mais disons que c'est une nature qui s'offre à nous. Donc en ville, ça peut être à l'échelle d'un patio ou d'un petit jardin de cours, de fond de cours. Et ici, à la Villa Nymphéa, c'est un parc d'1,5 hectare, quoi. Donc voilà, ça regroupe toutes les interventions extérieures qu'on peut amener dans ces jardins. Tu as évoqué le lieu dans lequel on est, la Villa Nymphéa, à la Jarry, aux alentours de La Rochelle. Et comme il y a un parc qui est grand, avec des espaces un petit peu différents selon où on se situe, peut-être que c'est cet exemple-là qu'on va prendre pour que tu nous parles un peu de toutes les facettes de ton métier. Quand tu es contacté par des clients, c'est pas t'arrives avec ta pelle et ton râteau, puis tes bulbes à planter. Il y a d'abord un travail de réflexion qui s'opère. Voilà, tout à fait. Donc, comme je disais au début, dans la présentation, c'est que on a aussi ce devoir de... Enfin, moi, le métier de paysagiste, il y a aussi ce devoir de conseil derrière et accompagner le client dans la gestion de son espace et la vie du jardin. La première étape, c'était de faire un tour un diagnostic du parc existant, quelle est un petit peu l'histoire, quel est l'usage du site, et puis réfléchir et amener les clients sur des solutions qui correspondent à la fois aussi à la vision que j'en ai et à l'utilité qu'il en a derrière. Donc sur la Villa Nymphéa, on avait identifié à peu près 3 grandes zones. Donc les zones où les usagers sont le plus souvent, qui vont être un peu plus soignés et demander un peu plus de travail à la fois en création et en entretien. Et puis des zones un peu secondaires, donc des grandes pelouses pour les événements, et une troisième zone qui est plutôt un refuge, disons, de biodiversité qui permet de laisser libre cours au développement de la faune et de la flore tout en limitant l'impact de l'homme sur ces zones-là. Alors justement, Étienne, si on reprend zone par zone, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as travaillé et quelle a été ton approche? Et puis ça va nous permettre de régler un tas de questions qu'on a par rapport à l'offre que tu proposes sur ton site, parce qu'il y a des termes comme gestion différenciée, comme compostage, alors c'est pas engrais, mais c'est approche naturelle. Oui, tout à fait. La zone par exemple où on se situe, j'ai voulu qu'on ait un jardin comestible, entre guillemets, enfin introduire la notion de plantes comestibles et la lier avec l'ornemental. Donc on a à la fois des capucines par exemple, dont les fleurs sont comestibles, il y a de la menthe, il y a des potirons, il y a des pieds de tomates, il y a des fraisiers, des framboisiers, voilà, tout un tas des rhubarbes. Des kiwis qui sont grimpants, qui vont couvrir les murs. Donc voilà, on a essayé de travailler sur à la fois la verticale et l'horizontale pour amener des fruits et du comestible, mais l'ornemental aussi avec des rosiers sur des échelles de bambou. Donc par exemple, voilà, ça c'est un travail qu'on a mené ici aussi avec la bambouseraie qui est au fond du jardin. On a récupéré les bambous et construit ces échelles-là qui permettent de guider les rosiers arborescents, les rosiers grimpants. Et après, au pied des massifs, à chaque fois, lorsqu'on a fait une campagne d'élagage sur l'ensemble du site, on a revalorisé tous les déchets en copeaux de bois, qu'on a remis ensuite par la suite dans tous les massifs plantés. Donc, ce qui permet à la fois de petit à petit libérer de l'humus dans le sol existant et de l'enrichir, mais aussi de faire une couverture végétale qui limite le développement des adventices et conserve l'humidité dans la terre.
Donc voilà, il y a un triple rôle. Déjà, on n'exporte pas de biomasse du site, on le revalorise en interne. Donc l'humus qui a été prélevé dans le sol, enfin tous les nutriments qui ont été prélevés dans le sol, qui ont ensuite été coupés par les élagueurs, et ben, il est revalorisé en matière sèche, en paillage dans les massifs, et qui à leur tour vont se dégrader et libérer de l'humus dans le sol. Donc voilà, on a ce cycle fermé qui est bénéfique pour le développement du jardin quoi, par la suite. Voilà, c'est l'économie circulaire du jardin. Ouais. Donc là, on est dans la zone qui est un peu la zone conviviale où les autres sont amenés à passer. Il y a une autre zone qui est la zone de la piscine. Voilà, tout à fait. Donc sur la piscine, on a mené un peu le même raisonnement, sauf qu'on est... les clients ont vécu très longtemps sur l'île de la Réunion, donc ils voulaient recréer cette ambiance tropicale entre guillemets. Donc on est dans un thème un peu différent, et la piscine qui est un lieu aussi plutôt festif. Donc on est resté dans cet esprit-là. Là pour le coup il y a moins de plantes comestibles, mais on est parti sur le même principe. On a fait une treille végétale sur le mur avec du bambou qui a été récupéré ici pour faire grimper du jasmin. Voilà, on est essentiellement sur l'ornemental avec des palmiers, des bananiers, des dracénas. On a un univers un peu différent, et vu que cet endroit-là, il faut aussi qu'il soit beaucoup mis en valeur, on a un gazon de plaquage qui a été mis autour pour verdir l'ensemble et que ça puisse accueillir et profiter à tout le monde, quoi. Sur cette zone-là, tu as dit que les propriétaires avaient eu des envies un petit peu exotiques oui. de reconstituer un univers île de la Réunion. Tout à fait. Est-ce que c'est possible d'utiliser des espèces qu'on retrouve là-bas et qui soient adaptées à la vie ici? Alors, je dirais pas que ce sont des espèces qui viennent de là-bas. Enfin, le bananier, je connais mal la flore endémique de l'île de la Réunion, mais disons que c'est des plantes qui sont cultivées en Charente-Maritime. Hein. Le pépiniériste avec qui je travaille, il est dans le sud du département. Donc, c'est des plantes qui sont acclimatées à la Charente-Maritime. Ce ne sont pas des plantes forcées sous serre en Hollande qui sont ensuite importées ici, parce que là, on aurait un petit souci d'adaptabilité. Mais non, on fait quand même attention à choisir des variétés qui se plaisent ici. Mais on va finir avec l'autre espace qui se trouve derrière la piscine, qu'on montrera à l'écran tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors du coup, c'est la troisième zone du jardin, donc qui est beaucoup moins... Qui regroupe beaucoup moins d'activités. Donc il y a des jeux pour enfants, mais c'est à peu près la seule activité qu'il y a dans cette partie-là, et les convives ou le public y va très peu. Et en fait, en échangeant avec le client, j'aurais soumis que entretenir des zones qui au final ne sont pas fréquentées, il y avait un peu une perte de temps, et on pourrait mettre cet espace-là à profit pour régénérer un espace de biodiversité et faire un lieu de refuge pour la faune et la flore. Donc du coup, on a créé des espaces, des cheminements avec la tondeuse à travers cette prairie, qui du coup est beaucoup plus attractif et accueillant pour le public, qui est amené à déambuler au milieu de ce labyrinthe de prairie. Et on laisse la nature faire, et d'année en année, les espèces qui sont présentes vont se ressemer, et puis il y en aura d'autres qui sont amenés par le vent ou par les animaux, et ça va amener encore plus d'animaux, et voilà, et petit à petit on aura un espace qui va se diversifier naturellement sans être une pelouse monospécifique entre guillemets, quoi. C'est ça qu'on appelle la gestion différenciée? Voilà, c'est ça, c'est adapter chaque zone aux usages dédiés, quoi. Donc voilà, vaut mieux recentrer un peu plus de temps sur des zones où il y a vraiment beaucoup de monde, où on a besoin de faire un peu plus de désherbage, que de passer des heures à tondre et à faucher des prairies qui au final accueillent des plantes fleuries, des abeilles, des papillons, des plantes mellifères, et tout ce qui permet au bon développement de la biodiversité, quoi. Il y a une autre zone qui est la zone un peu arborée. Tout à fait. Et là, j'imagine qu'elle est dans l'état dans lequel tu l'as à peu près trouvé en arrivant ici. Oui. Est-ce qu'il y a des projets dans ce coin-là, ou est-ce que vous laissez vivre? Non, c'est pareil, le parc est quand même très arboré. Il y a 80 arbres à peu près qu'on avait identifiés. Donc ça fait partie d'un des premiers travaux qu'on a fait avec un élagueur. On a fait un diagnostic du patrimoine arboré du parc, quoi. Parce qu'il y a des très beaux spécimens, et voilà, ce lieu il est pour plusieurs propriétaires, il a changé de dimension plusieurs fois, et les parcelles ont été divisées puis réassemblées, voilà, donc
il a fallu faire un diagnostic de tout le patrimoine arboré qui est vieillissant et qui a un peu du mal aussi à s'adapter au changement climatique des 30 dernières années, quoi. Enfin, le climat, quand ils ont été plantés il y a une trentaine d'années, n'est plus forcément le même qu'aujourd'hui, avec des sécheresses plus prononcées et plus fréquentes. Donc voilà, il y a toute une réflexion à avoir aussi dessus, pour ne pas que dans 15 ans, on se rende compte que tous les arbres sont dépérissants et présentent une dangerosité pour le public, et qu'on se retrouve à repartir de zéro. Donc voilà, il y a une gestion à avoir par rapport à ce patrimoine arboré-là, et anticiper dès aujourd'hui pour que d'ici 10-15 ans, il était entièrement renouvelé, et on accompagne le développement du parc arboré, quoi. Non, c'est ça, du coup, il y a un diagnostic. À ce diagnostic-là, on dit, on a identifié 3 arbres qui, dans les 3 prochaines années, vont devoir être abattus parce qu'ils sont creux ou parce qu'ils ont une fragilité. Donc ces arbres-là, en priorité, ils vont être remplacés. Et puis, il y en a d'autres qu'on a identifiés dans 10 ans. On voit déjà qu'ils ont... que la sève descend, donc la cime commence à produire du bois mort. Donc ceux-ci, voilà, sous 10 ans, c'est pareil, ils vont commencer à devenir dangereux. Donc on échelonne et on priorise le remplacement des arbres. Mais non, l'idée c'est de rester dans le même esprit et de garder l'ambiance du site et pas tout reprendre à zéro et tout dénaturer, quoi. Et la question que j'ai derrière, c'est tous tes chantiers ne sont pas de cette envergure, parce que là on est sur un beau chantier où il y a de quoi s'amuser, j'imagine, quand on est paysagiste. Mais est-ce que si on est un petit particulier et qu'on a envie d'avoir un jardin un peu agréable avec des espèces adaptées, tu interviens aussi? Oui, tout à fait. J'interviens sur tout type de jardin. En ville, c'est un peu... disons que mon dépôt à la base est en ville. Ici on est un peu excentré par rapport au centre-ville de La Rochelle, hein. Et puis c'est vrai que tous mes chantiers ne font pas cette envergure-là. Et même les clients en général se questionnent sur le fait de, même s'ils ont un jardin de 500 mètres carrés, mais vous êtes sûr que c'est à votre portée, vous êtes qu'en vélo, voilà. Donc il faut aussi que je les rassure que je suis capable d'intervenir sur tout type de chantier. À la fois des petits, parce que c'est vrai que je suis en vélo et du coup c'est ce qui vient plus à l'esprit quand on voit mon modèle d'entreprise, mais on est capable aussi d'intervenir sur c'est toute une question d'organisation, quoi. Là, tu évoques la distance entre ton camp de base et tes clients, et c'est vrai qu'entre la Jarry et La Rochelle, je sais pas, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine de kilomètres. Ouais. Donc ça veut dire que tu viens systématiquement à pied. À vélo. Pardon, à vélo. Tu viens systématiquement à vélo, tout ton matériel dans un vélo cargo. Voilà, c'est ça. Après, quand on est sur des chantiers de ce volume-là, l'avantage c'est que je peux laisser mon matériel sur place et je fais uniquement les trajets domicile-chantier en vélo. Ce qui, voilà, 15 km, c'est à la portée de tout le monde, entre guillemets, surtout que moi j'ai un vélo à assistance électrique. Oui, mais on est un peu en limite de rayon d'action. Au-delà de 15 km, ça devient vraiment problématique. Après, je suis paysagiste, je suis pas cycliste professionnel non plus, donc il faut que j'ai quand même du temps sur ma journée pour pouvoir travailler dans les jardins, quoi. C'est ça, parce que j'allais dire, dans un monde où tout doit aller très vite, parce que le temps c'est de l'argent, mais tu perds beaucoup de temps en vélo. Ah, pas plus qu'en voiture, non. Disons que sur un trajet de 15 km, je vais rendre 10-15 minutes à la voiture. Bon, je trouve que... à gagner en émissions de CO2. Voilà, c'est ça, et puis c'est le temps que je passe pas en salle de sport le soir. C'est parfait pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Sur ton site, tu parles de gestion différentielle, on en a parlé, de traitement naturel et de compostage. Ça, on en a un petit peu moins parlé. Oui. Traitement naturel, de quoi on parle? Traitement naturel, c'est on évite d'avoir recours au traitement phytosanitaire. Enfin, le traitement naturel est un traitement phytosanitaire, mais pas de synthèse ou pas d'apport chimique, quoi. Donc c'est soit des purins ou des décoctions ou ce genre de choses, ou par exemple du savon noir, voilà, ce type de recours-là. Mais l'essentiel, c'est d'abord de faire du préventif, quoi. C'est-à-dire avant de faire du curatif, de traiter, il faut savoir identifier d'où provient la problématique. À partir du moment où on a identifié d'où ça provient, on a déjà en partie résolu le problème sans avoir forcément recours à des traitements spécifiques. Pour ce qui est du compostage, alors là on est un peu plus dans le domaine de l'entretien, parce que je fais aussi de l'entretien de jardin. Moi j'ai un broyeur électrique que j'amène avec moi sur les chantiers. Et par exemple tous les déchets de taille, on les broie dans mon petit broyeur. Et ils sont revalorisés pareil en paillage, donc en fait c'est du compostage à l'air libre, quoi. On met du paillage sur les massifs et puis ils se décomposent petit à petit.
Et quand on vient nettoyer les massifs et enlever les herbes, les plantes indésirables, on les met tout simplement dans un endroit du jardin dédié pour qu'ils se transforment en compost à terme, quoi. Est-ce qu'il y a un autre chantier, à part celui dont on vient de parler, Oui. dont tu es particulièrement fier? Je ne sais pas pour quelle raison, mais justement, c'est peut-être l'occasion d'aborder un sujet de ton activité qu'on n'avait pas traité. Si, il y a un petit chantier, enfin petit, c'est relatif, mais en plein centre-ville de La Rochelle, donc c'était tout à fait le type de chantier adapté à mon modèle d'entreprise, un chantier qui doit faire 200 mètres carrés à peu près, un jardin qui doit faire à peu près 200 mètres carrés, sur lequel on a réalisé une terrasse en bois, fait de l'apport de terre, mis en place du gazon de plaquage et fait des plantations, quoi. Et voilà, donc la terrasse bois est aussi quelque chose qui me tient à cœur et que j'apprécie travailler. J'ai tout l'outillage dédié et je travaille uniquement avec des planchers en pin Douglas qui est naturellement imputrescible, ou en chêne ou en châtaignier, mais pas que des bois de pays, pas des bois d'import ou de bois exotiques ou de bois traités. Donc dans cette même logique-là, c'est-à-dire que par exemple les chutes, quand j'ai fini mon chantier, les chutes peuvent être revalorisées, brûlées ou revalorisées dans du pellet ou dans autre chose, mais on n'est pas sur un bois traité ou un bois exotique qui a traversé l'Atlantique pour venir en petites lamelles sur nos planchers. Du coup, c'est une transition super vers la prochaine question. J'allais te demander si le plaisir que tu avais dans ton activité se trouvait plutôt dans ton métier de paysagiste ou aussi dans cette espèce d'apport que tu fais à tes clients, d'avoir une approche 100% vertueuse en fait. Après, on n'est pas à 100% vertueux, hein. Disons que par exemple mon vélo, c'est un vélo assistance électrique, les batteries au lithium, la manière dont on recharge nos batteries, mes fournisseurs qui ne sont pas forcément dans la même dynamique que moi en termes de verdissement des moyens de locomotion, voilà, mais on essaie à notre niveau d'être à l'initiative de ce type de démarche-là, et petit à petit, par contagion, on espère pouvoir contaminer un maximum de personnes. Donc oui, c'est une satisfaction de prouver que c'est faisable, et de le démontrer tous les jours aux autres artisans que je côtoie sur les chantiers, ou aux clients, ou aux partenaires aussi qui me suivent. Mais après, c'est vrai que de repartir d'un chantier et d'avoir transformé un espace, voilà, on fait un métier qui est valorisant, quoi. Quand on repart d'un jardin, quand on a bien travaillé, on peut être que content et satisfait de ce qu'on a fait, ce qui n'est pas le cas de tous les corps de métier. Un électricien, la majeure partie de son travail va être caché derrière des placos. Je pense qu'on... Vous apportez de la joie, vous, quelque part. On embellit l'espace, voilà, c'est un peu notre rôle. Ouais. Ça fait combien de temps que ça existe, Sécateur et Marinière? Ça fait à peu près 6 mois, là. C'était créé mi-janvier et j'ai attaqué réellement les chantiers mi-mars. D'accord. Et si on veut te contacter, on te retrouve sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'ai une page Google sur laquelle on peut me retrouver sur La Rochelle, mon site web. Donc il y a mes coordonnées un peu partout, il ne faut pas hésiter. Sécateur et Marinière, et c'est la transition que tu vas apporter la réponse à la question que tout le monde se pose maintenant chez les Pandaros, oui. Chez les téléspectateurs. C'est pourquoi Sécateur et Marinière? Donc Sécateur et Marinière, c'était une suggestion de l'entreprise de communication Bella Ciao qui m'a accompagné au moment de la création de l'entreprise. C'est vrai que je piétinais un peu et je tournais en rond sur des idées de nom de société. Et voilà, cet apport extérieur d'Alexandra qui m'a accompagné pour la recherche de noms est sorti Sécateur et Marinière. Donc Marinière, j'ai commencé par Marinière, c'est tout l'aspect du littoral et voilà, les sports nautiques que j'affectionne particulièrement, et le littoral de la Charente-Maritime et tout l'environnement marin que j'apprécie énormément. Donc ça, c'était ma petite touche personnelle. Et puis donc Sécateur et Marinière, Sécateur est plutôt l'outil totem du jardinier, et Marinière, c'était plutôt la personnalité, la personne, le côté humain de l'entreprise, quoi. Donc à la fois la technicité et le côté humain, la réflexion derrière l'entreprise. C'est cohérent. Voilà. Avant la toute dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder, ou un message que tu aimerais faire passer? Après, c'est un message un peu général, c'est-à-dire que
Le secteur du paysage a beaucoup de mal à recruter. Et c'est un des challenges pour le développement d'entreprise, c'est de s'entourer de bons collaborateurs et de gens motivés. Et donc voilà, notamment sur des postes d'apprentis, on est tout à fait ouvert et à l'écoute de personnes qui souhaitent se former dans le métier et qu'on accueillerait volontiers. Un temps peu, enfin, sous condition de bien vouloir faire un peu de vélo et d'accepter d'être à l'extérieur l'hiver comme l'été. Alors du coup je rebondis, les 2-3 qualités qu'il faut avoir ou les envies, enfin, les 2-3 qualités qu'il faut avoir pour être paysagiste avec. Il y en a une, c'est d'être volontaire. Hein. Après, pas besoin de savoir toutes les plantes ni d'avoir planté. J'ai un intérimaire qui travaille avec moi actuellement, qui est en reconversion professionnelle, et puis en prenant un peu de temps et en expliquant les choses, avec de la bonne volonté, on arrive à créer des jardins. Donc, voilà. La qualité principale, c'est de la bonne volonté, et après c'est un métier physique, hein, donc ça, faut l'avoir quand même en tête aussi. Dans lequel il y aura toujours de l'activité, j'imagine. Ah oui, même on l'a vu avec la crise du Covid, l'activité du paysage n'a pas faibli, donc ça résiste à toutes les crises et ça va continuer de se développer, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là au niveau de l'emploi. Bon, candidater chez Sécateur et Marinière. La dernière question, Étienne, c'est comment est-ce que tu résumerais Sécateur et Marinière en un tweet, en une phrase? En une phrase la baseline de l'entreprise, hein, Sécateur et Marinière, paysagiste à vélo et engagé. Je pense qu'on a beaucoup travaillé sur l'image de la société, et je pense que cette phrase-là traduit déjà pas mal de choses sur ce qu'est Sécateur et Marinière. Voilà. Donc après, les 3 secteurs d'activité aussi peuvent être un bon exemple. Voilà, on a dépassé la phrase, mais conception, création et entretien des espaces verts aussi, ça peut être une phrase qui permet de vous représenter tout ce qu'on peut vous apporter en tant que paysagiste sur La Rochelle. J'espère que les gens viendront taper à votre porte. Merci beaucoup, Étienne. Merci à toi.